Bienvenue à tous. Alors que la menace terroriste s'étend du Sahel vers les pays côtiers, des officiels africains attirent l'attention sur l'urgence sécuritaire dans un monde qui fait face à la fois à plusieurs crises majeures. À la 8e édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité qui s'est tenue en début de semaine, le président sénégalais Macky Sall n'a pas mâché ses mots en direction d'instances de la gouvernance mondiale comme le Conseil de sécurité, parlant d'incohérence et d'inertie face au terrorisme en Afrique. L'ancien président nigérien Mamadou Issoufou, faisant la comparaison avec d'autres crises, explique que les Africains notent les milliards qui pleuvent sur l'Ukraine alors que les regards sont détournés de la situation au Sahel, fin de citation, même s'il reconnaît que les pays du continent doivent travailler sur des questions comme la réforme de leurs armées. Quel type de coopération dans la lutte contre le terrorisme entre pays africains, États partenaires et institutions internationales? Quelle est la responsabilité des uns et des autres? Réponse avec nos invités. Officiels et experts sur les questions sécuritaires se sont réunis lundi et mardi dans la capitale sénégalaise à l'occasion du 8e Forum de Dakar sur la paix et la sécurité. Le thème de cette année, l'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes, défis de stabilité et de souveraineté. Ceci alors que les groupes armés terroristes continuent de gagner du terrain au Sahel. Suivons les explications de Mamadou Oumfoua. Coup d'État en série en Afrique de l'Ouest, attaques djihadistes dans le Sahel, conflits séparatistes au Cameroun, guerre au Tigré, sanglante répression de manifestations au Tchad et au Soudan, les motifs d'inquiétude se multiplient sur le continent, comme l'a reconnu le président Macky Sall à l'ouverture du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Le thème de cette 8e édition, l'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes. Défis de stabilité et de souveraineté, suggère de regarder la réalité du continent en face. Expansion du terrorisme, conflits inter- et intra-étatiques, recrudescence des coups d'État, ingérence politico-militaire étrangère et effets combinés des changements climatiques, de la pandémie Covid-19 et conséquences de la guerre en Ukraine. Force est de constater que le tableau n'est pas reluisant. Ce n'est cependant pas faute de se mobiliser pour lutter contre cette insécurité rampante. Plusieurs partenariats ont été mis en place, bilatéraux comme celui entre le Rwanda et le Mozambique pour combattre le terrorisme dans le Cabo Delgado, ou multilatéraux comme le G5 Sahel ou la force multinationale mixte dans la région du lac Tchad. Mais selon Macky Sall, l'échec actuel de la lutte est aussi dû à des incohérences dans la gouvernance mondiale qu'il a appelé à réformer. Le terrorisme qui gagne du terrain sur le continent n'est pas qu'une affaire africaine. C'est une menace globale qui relève de la responsabilité première du Conseil de sécurité, qui est garant du mécanisme de sécurité collective en vertu de la charte de l'Organisation des Nations Unies. L'inertie du Conseil de sécurité dans la lutte contre le terrorisme en Afrique porte en elle-même la défaillance du système multilatéral. Cette mobilisation internationale pourrait cependant se heurter à une hostilité croissante des opinions publiques africaines et de quelques gouvernements vis-à-vis de certaines forces étrangères, notamment françaises et onusiennes. À titre d'exemple, la force française Barkhane a été contrainte de partir du Mali après plus de 9 ans d'intervention. C'est sûr que le départ de Barkhane du Mali dans ces conditions peut générer quelques inquiétudes, des inquiétudes notamment liées au fait que, quelle que soit l'efficacité ou l'inefficacité de cette opération, elle occupait une place et cette place, il va falloir qu'elle soit réoccupée par le Mali et les forces de défense maliennes.
La menace terroriste est planétaire, la lutte doit être universelle, a plaidé la ministre sénégalaise des Affaires étrangères lors de la clôture du Forum de Dakar. Cependant, et c'est l'avis de nombreux experts, les crises politiques internes aux États, dont celles générées par les changements inconstitutionnels de gouvernement, pourraient être un obstacle supplémentaire. En outre, des approches basées sur le développement économique sont nécessaires pour réussir cette lutte. Merci beaucoup Mamadou Mfa et place à nos invités pour le débat. En duplex à Paris, Sédik Abba, vous êtes chercheur sur le terrorisme dans le Sahel, toujours en France, mais à Aix-en-Provence via Skype, Nyagale Bakayoko, présidente de l'African Security Sector Network, et toujours en Skype ici à Washington, Daniel Eizinga, vous êtes chargé de recherche au Centre d'études stratégiques sur l'Afrique. Alors, Nyagale, vous avez participé au Forum de Dakar. Alors, on a eu l'impression, lors de ce forum, d'avoir assisté à un procès des partenaires sécuritaires et de la gouvernance mondiale. Est-ce que ces critiques vous paraissent justes ? Alors, ce qui est évident, c'est que l'on a assisté à une évolution du discours tel que l'on avait pu l'entendre au cours des éditions précédentes du Forum de Dakar. Il est évident que les résultats extrêmement limités obtenus par les partenaires internationaux, aussi bien dans le cadre d'interventions menées à titre bilatéral, à l'instar de l'opération Barkhane, mais aussi les résultats qui tardent à se faire attendre en ce qui concerne les opérations de paix menées dans un cadre onusien sont aujourd'hui mises en cause. On s'aperçoit que les États africains aujourd'hui revendiquent beaucoup moins la nécessité pour les acteurs du continent d'intervenir, mais affirment une souveraineté stratégique et demandent surtout un appui aux efforts qu'ils sont en mesure de mobiliser par eux-mêmes. Sédik, alors justement, on se trouve les responsabilités des uns et des autres entre les partenaires sécuritaires, les pays qui appuient financièrement ou militairement la lutte contre le terrorisme et les pays touchés eux-mêmes. Oui, alors, il est important de savoir que les pays partenaires viennent souvent dans la région avec leur propre agenda. Lorsqu'on regarde les partenaires internationaux qui sont présents dans cette zone, il y a les Américains, dont on a pu savoir avec les événements de Tongo en octobre 2017, où une patrouille américano-nigérienne avait été attaquée par l'IGS. On a pu savoir à cette occasion qu'il y avait environ 800 soldats américains au Niger, mais les Américains ont une stratégie de lutte contre le terrorisme bilatéral, estiment qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une stratégie multilatérale. La France a son propre agenda. La Turquie, qui est également présente, vend des drones aux pays qui sont touchés par le terrorisme. Et enfin, la Russie. Chaque partenaire a son propre agenda et de fait, il n'y a pas de coordination entre les différents pays. Ça, c'est une première responsabilité. Une deuxième responsabilité, c'est aussi celle des pays qui n'ont pas su définir leurs besoins, les besoins les plus importants qu'ils ont. Quand un partenaire vient et qu'il propose ce qu'il veut proposer, il appartient au pays de dire, voilà, par exemple, nous, on a besoin d'une aviation de combat, ce qu'on n'a pas, au lieu de laisser le pays lui-même proposer. Donc, il y a une responsabilité des États aussi dans cette absence de résultats. Daniel, la question de la coordination entre partenaires internationaux est souvent évoquée pour expliquer l'absence de résultats. Qu'est-ce qui peut expliquer cette absence de coordination? C'est des intérêts divergents? On entend beaucoup sur les intérêts des partenaires internationaux ce jour. C'est surtout concernant l'accès aux minéraux naturels ou les autres intérêts commerciaux. Mais il y a un discours ici d'anti-impérialisme qui est souvent utilisé par les autorités pour gagner la bonne volonté du peuple. C'est une question de populisme, en fait. Et moi, je trouve que ce genre de questions ou critiques qui soulignent les problèmes de coordination entre les acteurs internationaux est plutôt une façade pour un problème plus profond. Bien sûr, il y a des intérêts de partenaires, mais la plupart des communautés internationales fonctionnent avec le but de générer la stabilité et la prospérité dans ces zones d'insécurité, comme le Sahel.
Et bien sûr, il y a des acteurs qui n'ont pas un intérêt dans cette stabilité, comme le mercenaire de Wagner. Mais je pense que en même temps, c'est dans l'intérêt de tout le monde que l'insécurité n'existe pas. Donc, c'est vraiment une question de stratégie, je pense. Et c'est pour les pays sahéliens, pour faire face au ministre sécuritaire, de donner une stratégie globale, quoi. D'accord. Alors, Niagalé, parlant d'intérêts divergents, certains à Dakar ont exprimé la crainte que l'Afrique serve de terrain de compétition entre puissances étrangères sous le prétexte de la lutte contre le terrorisme. Est-ce que nous y sommes déjà? Certains parlent déjà, en tout cas en faisant référence à la présence russe. Oui, il me semble que précisément cette présence russe éloigne l'agenda de la lutte contre le terrorisme international. Il y a aujourd'hui un discours chez les partenaires européens, voire américains, qui consiste à dire que leur intérêt premier d'un point de vue stratégique est de contenir l'expansion de la Russie. Donc, en effet, cet agenda de compétition entre puissances internationale est en train de faire son retour sur le continent. Ce que l'on constate, c'est que les solutions qui sont proposées par la Russie n'apparaissent pas nécessairement beaucoup plus convaincantes pour traiter justement de ce terrorisme international que ne l'ont été celles promues par les partenaires occidentaux. On s'aperçoit, si l'on regarde notamment la situation au Mali, que d'un point de vue opérationnel, il y a bientôt un an que les forces russes ont été identifiées comme présentes sur le territoire malien, on ne peut pas considérer que la donne stratégique a fondamentalement changé. On a vu notamment une illustration de cela avec l'attentat qui s'est produit à 15 km de Bamako, à Kati, au mois d'août, ou encore aujourd'hui avec l'expansion de l'État islamique dans le nord du Mali. Ouais. Dans ce débat sur l'appui étranger se perd un peu la question de la responsabilité des pays africains eux-mêmes sur la dégradation de la situation. Même le ministre malien des Affaires étrangères a reconnu lors de ce forum, et je le cite ici, qu'on ne peut pas jeter l'anathème sur les autres tout le temps. Est-ce que cette instabilité politique et institutionnelle qu'on constate dans le Sahel ne risque pas de compliquer un peu la lutte contre le terrorisme ? Absolument. Il n'y a aucun doute que cette instabilité politique est un facteur aggravant de la situation. La situation est celle qui vient d'être décrite par Niagalé. Il y a une aggravation, d'abord, une dégradation de la situation à l'intérieur des pays du Sahel, avec une extension maintenant au-delà du Sahel vers les pays du Golfe de Guinée. Et chaque fois qu'il y a un coup d'État militaire, par exemple, l'attention est portée sur l'organisation de la transition, la gestion politique, la formation du gouvernement, les questions électorales. Et l'armée qui s'implique dans cette gestion politique est un peu distraite par rapport à l'agenda lui-même de la lutte contre le terrorisme. Incontestablement, cela vient aggraver d'autres questions intérieures qui sont de la responsabilité des États eux-mêmes. Par exemple, la perte de confiance entre les populations et les forces de défense et de sécurité du fait des exactions répétées contre les populations civiles sont des facteurs aussi qui viennent aggraver, avec l'injustice, qui viennent aggraver la situation terroriste avec cette instabilité politique. D'accord. Et Daniel, sur quoi s'articule un peu l'appui des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel et pourquoi la présence russe préoccupe tant Washington? Bon, les Occidentaux parlent de Wagner, Bamako fait état d'instructeurs russes. Pourquoi c'est un sujet de préoccupation? Bon, je pense que la préoccupation, c'est pour la situation sécuritaire au Sahel. Il y a une augmentation de l'insécurité. On a vu que la violence est entendue dans son intensité, mais aussi sa portée géographique. Donc, je pense qu'à la base, c'est vraiment ça. Et on a vu qu'avec l'arrivée de forces Wagner, il y a les victimes civiles au Mali qui a augmenté de 150% cette année.
En même temps, le rythme des attaques extrémistes violentes dans le centre du Mali s'est accéléré cette année aussi, bien que ce soit la principale zone de déploiement de forces Wagner. C'est la détérioration de la sécurité dans le centre du Mali qui est le principal facteur d'insécurité dans le nord de Burkina Faso. Donc, on voit comme l'arrivée des forces Wagner n'est pas vraiment une solution, c'est le contraire. D'accord. Alors, on va lire quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Yao Marcelin Kofi est à Abidjan. Il nous dit, face à des groupes terroristes qui gagnent de plus en plus de terrain sur le continent, nous sommes dans l'obligation de solliciter l'aide des puissances occidentales et orientales compte tenu de la faiblesse de nos armées nationales. Fabrice Mayamba à Kinshasa, il écrit « La communauté internationale s'intéresse peu à la sécurité des Africains. Le cas le plus éloquent est celui de l'Ukraine comparé au conflit dans l'est de la RDC. » Et puis Oumar Zada est au Niger, il nous dit que pour lutter contre l'insécurité en Afrique, il faut d'abord lutter contre l'injustice, la corruption et le trucage des élections. Voilà, merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et Nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous. C'est vous. C'est nous. C'est vous et nous. Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum et je rappelle nos invités en duplex à Paris, Sédic Abba, chercheur sur le terrorisme dans le Sahel, auteur de plusieurs ouvrages, à Aix-en-Provence, toujours en France, Nyagale Bagayoko, présidente de l'African Security Sector Network, et ici à Washington, en Skype également, Daniel Eizenga, chargé de recherche au Centre d'études stratégiques sur l'Afrique. Alors Nyagale, si on pointe un peu du doigt la nécessité de revoir les mandats des casques bleus, qui doivent s'adapter au contexte de la lutte contre le terrorisme, la réforme des armées africaines aussi doit être au cœur de toute réflexion sur le comment venir à bout de ces groupes armés. Comment améliorer justement l'efficacité des armées africaines face à cette menace? Tout à fait, et cette problématique n'est pas nouvelle. Et si l'on s'intéresse au mandat des différentes forces internationales ou des initiatives qui ont été prises à titre national par les États sahéliens, on s'aperçoit que cette question de la réforme et du renforcement des capacités de ces armées a toujours fait partie de l'agenda. Et on pointe très souvent l'échec des opérations, mais l'échec majeur, selon moi, est précisément cette incapacité que l'on rencontre depuis non pas seulement 10 ans qu'a éclaté la crise au Sahel, mais depuis 40 ans ou 50, de réformer ces appareils de sécurité. Pour plusieurs raisons, à mon avis. Tout d'abord, parce que ces armées ont été formées pour combattre un type de menace qui n'est absolument pas celui que l'on rencontre aujourd'hui. Elles ont davantage été formées à des combats de type conventionnel. D'autre part, à mon avis, un accent beaucoup trop important a été mis sur la préparation au combat. On ne s'est pas suffisamment intéressé à la fois à la gouvernance de ces armées, à la façon dont elles sont gérées en matière de ressources humaines, de gestion des budgets, à leur capacité à respecter les droits de l'homme et également aux questions de conditions militaires. On voit très bien que les mouvements d'humeur, au-delà des dynamiques politiques qu'ils mettent en évidence, renvoient aussi à l'insatisfaction de nombre de soldats quant au traitement qui leur est fait, y compris lorsqu'ils sont déployés sur le front où ils payent, il faut le rappeler, un très lourd tribut.
Absolument. Alors, c'est dit qu'équiper, former les militaires face à des groupes armés qui ne se sentent pas liés par le droit humanitaire international, c'est tout de même un défi. Hein. Comment est-ce que ces armées peuvent-elles s'adapter aux méthodes de ces groupes? Non, à partir du moment où le diagnostic a été fait, ou le diagnostic qui vient d'être fait, il faut trouver les solutions adaptées. On entend souvent la plupart des pays africains, notamment les pays du Sahel, se vanter d'avoir investi tant de milliards de francs CFA dans la lutte contre le terrorisme, dans l'équipement de leur armée. Encore faut-il s'interroger sur la qualité de la dépense. Quand, par exemple, dans les conditions aujourd'hui que l'on connaît du Sahel, des pays préfèrent acheter des Sukhoi alors que les djihadistes se déplacent à moto et que le Sukhoi n'est peut-être pas l'arme la plus efficace, la qualité de la dépense. On se retrouve aujourd'hui dans des situations où on a plus besoin, par exemple, des lunettes infrarouges pour que les militaires puissent combattre la nuit plutôt que des Sukhoi ou des avions de reconnaissance qui ne sont pas très utiles. Donc, il y a un problème de la qualité de la dépense. Je crois qu'il y a aussi la difficulté que l'on a à réformer nos armées. Et il y a un problème encore de l'influence du pouvoir civil sur le pouvoir militaire. Il y a une sorte de froideur, une sorte peut-être même de peur du pouvoir civil sur l'autorité militaire qui fait qu'on n'arrive pas à faire des réponses, de réformes fondamentales. Or, il faut une véritable transformation. La doctrine doit changer, le mode de gestion doit changer, les équipements doivent changer. Et tout ça, s'il n'est pas fait, on risque de se retrouver dans la situation où la solution militaire, qui est déjà insuffisante, ne sera pas encore efficace, alors qu'on a besoin un peu de résultats sur le plan militaire pour que ça soit articulé avec les autres aspects, la question de la gouvernance, la question du développement, etc. Daniel, la réforme des armées doit forcément inclure le retour des militaires dans les casernes et au front, n'est-ce pas? Mais ils expliquent souvent leur ingérence dans la chose politique par la mauvaise gouvernance et la corruption. On a un téléspectateur qui soulignait cet aspect également. Comment s'assurer que les civils et les militaires restent chacun dans leur rôle? Bon, c'est vraiment une question très complexe. C'est à la base de relations civilo-militaires. Et c'est assez complexe parce que, bon, surtout parce qu'il y a l'armée au pouvoir dans plusieurs pays, comme on a déjà dit, le Mali, au Burkina Faso, même au Tchad. Donc, moi, je pense que c'est vraiment une question pour créer les conditions dans ce scénario d'une transition inclusive, apaisée, transparente, résolument démocratique, qui est dirigée par un civil et qui pouvoir les militaires rentrent au casernes. Donc, je ne suis pas sûr comment on peut le faire, mais il faut trouver les réformes qui encouragent les militaires à respecter les principes et les valeurs de la démocratie. Mais je sais que les États-Unis sont très impliqués dans la formation des militaires. Est-ce que c'est une dimension qui est souvent prise en compte dans la formation, ou en tout cas dans la coopération militaire entre, par exemple, les États-Unis et ces pays? Bon, c'est vrai qu'il y a la formation américaine, mais en même temps, il y a la formation des autres pays aussi. Donc, c'est pas seulement les États-Unis qui est impliqué là-bas. Et je pense que il y a à la base, il faut respecter que le rôle de l'armée en démocratie est d'assurer la défense du territoire, la protection des institutions et une soumission sans condition à l'autorité politique civile légitime. Et si on arrive là-bas avec les militaires, peut-être on peut parler de réformes plus fort que ça. D'accord. Alors, Niagalé, finalement, est-ce que tout cela ne traduit pas un peu les limites de ce qu'on appelle la stratégie du tout militaire? Parce qu'il y a aussi d'autres questions comme celle du développement économique. Absolument. Pour compléter ce que vient de dire Daniel Edzinga, je pense qu'il faut quand même rajouter une mission absolument essentielle des forces armées, qui est celle de protéger les populations civiles. Et c'est là que leur faillite est la plus évidente en réalité. Pour ce qui est de la nécessité de compléter cette approche militaire, je pense que là aussi, il faut avoir une approche critique des programmes civils
utiles qui ont été menées depuis des décennies. Quels sont véritablement les résultats de l'ensemble de ces programmes de développement soutenus notamment par les partenaires internationaux? On s'aperçoit là aussi que les populations, les opinions publiques dénoncent en réalité ce qui a été mis en œuvre parce qu'eux-mêmes n'en ont pas perçu les bénéfices. Donc je pense qu'il faut vraiment se garder de considérer qu'il n'y a que l'instrument militaire qui a failli dans cette gestion de la crise sahélienne. À mon avis, ce qui est absolument indispensable aujourd'hui, c'est de situer davantage les approches retenues par rapport à une perspective locale. Il est évident que l'on a adopté des approches beaucoup trop standardisées, beaucoup trop axées sur des solutions considérées comme valables partout et en tout lieu et en tout temps, et que seule une inscription des solutions dans un contexte extrêmement localisé pourra, à mon avis, apporter des solutions satisfaisantes. Et de ce point de vue-là, la balle est uniquement dans le camp des acteurs et sahéliens. D'accord. Et Daniel, plutôt c'est dit que justement l'absence de l'État ou des structures étatiques, c'est quelque chose qui a toujours été dénoncé ou en tout cas constaté dans ces zones où fleurissent, disons, ces groupes djihadistes. Oui, ça a été un facteur, la forme de l'État dont on a hérité dans des pays aussi grands que le Niger et le Mali. Je rappelle que le Niger fait 1 267 000 km², le Mali fait 1 240 000 km². Dans des pays aussi vastes, avoir la prétention de tout gérer à partir de Bamako ou de Niamey est une erreur. Aujourd'hui, les groupes djihadistes profitent de l'absence de l'État dans la zone de 3 frontières pour lever l'impôt, pour organiser la justice, pour organiser la société de façon générale. Donc il faut que l'État, parallèlement à la solution militaire, à la solution du développement autrement repensée, il faut qu'il y ait un retour de l'État dans ces zones-là. La nature, comme on dit, a horreur du vide. L'État étant absent, les groupes djihadistes profitent aussi. Donc il faut peut-être penser à une nouvelle forme de l'État, en tout cas à défaut des États fédérés, pouvoir avoir des États avec une large décentralisation, avec une présence plus efficace sur le terrain, pour éviter que les populations elles-mêmes aient un sentiment d'abandon. On a vu dans plusieurs régions, que ce soit dans le Sahel occidental ou dans le bassin du lac Tchad, les populations s'en remettent aux groupes armés parce qu'elles ont un sentiment d'abandon par rapport à l'État central qui, au niveau de Bamako et de Niamey ou ailleurs, continue de penser les choses sans avoir intégré les choses qui sont vraiment des réalités totalement locales. Certaines décisions sont clairement en déphasage avec ce qui se passe sur le terrain parce qu'elles ont été prises à Bamako ou à Niamey. Et Daniel, pour terminer sur cette question, encore faudrait-il que la sécurité soit restaurée pour qu'on puisse parler d'investissement dans ces zones-là? Oui, bien sûr. Je ne sais pas si je peux terminer, mais je dois dire que je suis tout à fait d'accord avec mes collègues. Je pense aussi que c'est vraiment une question de coopérer avec les responsables locaux, la société civile, afin d'élaborer le projet pour protéger les habitants. Comme ça, on peut faire une petite chose. Et je pense qu'il faut continuer à rechercher des solutions politiques. Les demandes de groupes islamistes militants sont souvent inconcevables, mais toutefois, il faut continuer à dialoguer afin d'explorer les solutions politiques pour la résolution de conflits. Donc, je pense que ça, c'est peut-être un axe aussi. Voilà, le dialogue, la résolution par le dialogue. Merci beaucoup. C'est la fin de ce Washington Forum. Merci à mes invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent et sur les réseaux sociaux. À très bientôt. Au revoir.